Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire autour de l'Autonomous Identity. Je suis Nicolas Drouot, en charge du marketing pour Brainwave, et je suis accompagné aujourd'hui par Sébastien Fèvre, qui va vous développer ce sujet de l'Autonomous Identity. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous rappeler en fait que on clôture un cycle de 5 jours autour de l'Identity Analytics. On a eu des présentations toute la semaine pour développer ce thème qui nous est cher. On est revenu d'abord en début de semaine sur les bases de l'Identity Analytics et en quoi ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre compréhension des droits d'accès et notamment pour limiter vos risques et mettre en place des bonnes pratiques d'analyse et de gouvernance des droits d'accès. On a développé la thématique de la revue des droits d'accès, qui reste aussi un point de base important, et en quoi l'Identity Analytics vous permet d'atteindre 100% de conformité dans vos revues. Et à partir de la séance d'hier, on a ce qu'on a appelé réinventer l'Identity Analytics. Donc en gros, on a voulu monter d'un cran sur les capacités de l'Identity Analytics et ce qu'on est capable de développer. Pour hier, ce qu'on a développé, c'était comprendre en quoi ça vous permet de rentrer dans une vraie démarche d'analyse des risques et analyse prédictive pour en gros mettre le doigt où ça fait mal et vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans vos démarches d'analyse des droits d'accès. Et le thème d'aujourd'hui, qui est l'Autonomous Identity, que l'on va développer de suite. Donc, l'Autonomous Identity, en gros, c'est quoi? C'est permettre à vos équipes d'être, à vos managers, à vos équipes, de devenir autonomes justement dans cette démarche de gestion des droits d'accès et de ne pas dépendre de la volonté ou des stimulations d'une ou plusieurs personnes dans vos entreprises pour justement mettre en place ce type de démarche. Sébastien, je te laisse la parole pour détailler, rentrer dans le vif du sujet. Merci, merci beaucoup Nicolas. Est-ce que tu m'entends bien? Première chose. Oui. Oui, parfait. Donc si tu m'entends normalement, tout le monde m'entend. Et je te coupe encore 2 secondes parce que j'ai oublié juste un point important. Évidemment, vous avez la possibilité d'interagir avec nous tout au long de la présentation, de nous poser des questions, de poster des commentaires. Vous avez la possibilité de le faire grâce au petit module en haut à droite de votre écran. On répondra à vos interrogations en fin de présentation avec plaisir. Désolé Sébastien, c'est à toi maintenant. C'est parfait. Ben, écoute, merci beaucoup Nicolas. Donc effectivement, une semaine assez riche sur le thème de l'Identity Analytics. Et donc, ce webinaire va clôturer cette semaine qui nous a permis à la fois de découvrir en tout début de semaine ce qu'était l'Identity Analytics, et puis de parcourir ensemble différents chemins, différents cas d'usage qui permettent de tirer parti, de tirer bénéfice de cette technologie. Fin de semaine, donc l'Autonomous Identity, ce que je vous propose en fait, c'est que finalement on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde au final ce que peut apporter ou ce que peuvent apporter ces technologies, ce type de technologie dans le monde de demain, dans le monde qui nous arrive. Ça n'aurait échappé à personne, je pense que on est rentré, alors maintenant depuis quand même un certain temps, on est rentré dans l'ère de ce qu'on appelle la transformation digitale. Donc ça fait les choux gras et le bonheur de nos consultants en transformation. Mais quelque part, cette transformation digitale, elle est hyper importante parce que qu'est-ce qu'elle veut dire finalement? Elle veut dire que l'on est en train petit à petit d'informatiser ou de digitaliser nos business pour faire en sorte, eh bien finalement, d'être plus efficace, plus efficient, d'adresser de nouveaux marchés, de dématérialiser les flux de vente, les flux permettant notamment d'accéder et de servir nos différents clients. Et donc, cette ère de la transformation digitale, elle casse un certain nombre d'anciens principes, et en particulier pour qu'elle fonctionne bien, cette transformation digitale, la plupart du temps, on va la penser sans frontières. Donc on n'a plus cette logique de l'intérieur de l'entreprise et de l'extérieur. On est vraiment sur une approche de type entreprise étendue avec les partenaires, les fournisseurs. L'année Covid nous a montré aussi que cette entreprise étendue, c'est aussi finalement l'ère du télétravail. Donc
les collaborateurs, les partenaires peuvent aussi interagir avec l'entreprise d'où qu'ils soient. Cette transformation digitale, elle se veut finalement agile et pragmatique, donc on rentre finalement dans des cycles qui sont beaucoup plus courts. On a avec de la mesure, donc c'est ce qu'on appelle des approches Lean ou des approches type Six Sigma, pour ceux qui connaissent les méthodologies Toyota ou japonaises. Et c'est bien sûr cette transformation digitale, beaucoup d'interconnexions, puisque la plupart du temps, c'est aussi faire en sorte d'automatiser finalement les différents processus en interagissant de façon plus fine et plus rapide avec les différents partenaires ou parties prenantes de l'entreprise. Et donc cette interconnexion, c'est une clé, c'est une clé importante. On l'a vu cette année, alors le Covid malheureusement pour de mauvaises raisons, mais nous l'a montré, c'est l'interconnexion de tous les systèmes et la possibilité finalement de se connecter d'où que l'on soit sur nos différents systèmes. Et donc cela concerne bien sûr les employés au premier chef, mais c'est aussi les prestataires qui vont se mettre à intervenir à distance, les différentes filiales de l'entreprise, mais aussi tous les flux, les fournisseurs, les joint ventures, nos partenaires, mais aussi nos clients de plus en plus dans des approches cloud. Dans le monde de la cybersécurité, beaucoup de MSSP de plus en plus, donc de Managed Security Service Provider, finalement le SOC de deuxième génération, où on a beaucoup d'interconnexions aussi. Et c'est demain l'informatique des objets avec le déploiement de la 5G qui a démarré ce mois-ci d'ailleurs en France avec Bouygues Telecom qui est à l'honneur. Et donc au final, cette interconnexion et ces systèmes agiles sont finalement très très importants puisque c'est eux qui demain vont nous permettre d'être plus compétitifs et donc de gagner de nouvelles parts de marché. Ces systèmes agiles et interconnectés, dans cette transformation digitale, ils ont plusieurs caractéristiques. Le premier, finalement, c'est que cette informatique de demain, elle est quand même très très centrée sur les métiers. Donc on est sur une logique où ce que l'on sert d'abord, c'est des processus métiers. Et donc la capacité qu'on va avoir d'adresser des opportunités quasiment avec des approches de type opportuniste. Type opportuniste, ça veut dire qu'il faut être très facilement, très rapidement capable de débrancher des systèmes pour répondre à des opportunités. Être capable aussi, bien sûr, d'interagir avec des partenaires, des parties prenantes pour faire en sorte d'adresser ces nouvelles opportunités. Donc, quelque part, fournir le bon niveau d'information au bon moment. Donc, ça c'est vraiment une clé très, très importante. Et quelque part, bien sûr, autant que faire se peut, ça c'est la demande des métiers la plupart du temps, c'est avec le moins possible de contraintes de sécurité, ou en tout cas faire en sorte que si la sécurité est présente, dans une certaine mesure, que la sécurité s'oublie, et qu'elle fasse quelque part qu'on reste quand même vraiment sur cette approche d'être bien centré sur les besoins des métiers. Pour que ça fonctionne, finalement, il y a un principe, et c'est le principe fondateur, quelque part, de cette transformation digitale. Ce principe, c'est la confiance. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez en place vos systèmes et lorsque vous mettez en place ces interconnexions avec ces différentes parties prenantes, la logique, c'est de le faire en confiance. Pourquoi? Parce que si vous le faites en confiance, eh bien, ma foi, vous allez être capable plus facilement d'échanger des données, d'échanger des informations pour adresser ces nouvelles opportunités, de fait d'autoriser plus facilement les accès à vos systèmes pour faire en sorte que les différentes parties prenantes interagissent, interagir aussi de façon plus fine entre les différents systèmes, donc avec des connexions finalement ou des interconnexions qui sont plus fines entre les systèmes pour automatiser les opportunités. Et bien sûr, faire en sorte d'aller vite, donc d'avoir des contraintes de sécurité qui soient, je dirais, pragmatiques. Tout ça, vous pouvez le faire parce que vous êtes en confiance avec votre partenaire, donc il y a une confiance qui est établie, vous travaillez main dans la main et vous suivez le même objectif. Quelque part, bien sûr, si vous n'avez pas confiance, tout ça est cassé, c'est-à-dire que dès le démarrage, votre partenariat, votre opportunité va avoir des freins parce que vous allez finalement hésiter à échanger les informations. Dès lors que vous avez des nouvelles parties prenantes qui vont vouloir accéder à vos données, vous allez vous poser X fois la question ou vous allez passer par des processus un petit peu longs et pénibles pour fournir finalement l'accès ou l'information qui est demandée.
Vous allez, d'une façon générale, éviter d'interconnecter les systèmes parce que vous n'allez pas avoir vraiment confiance dans ce que va en faire l'autre partie. Et donc, vous allez rester sur des contraintes de sécurité dites historiques, hein, c'est-à-dire, finalement, demande-moi ce que tu veux et explique-moi pourquoi c'est indispensable et peut-être, effectivement, je te donnerai accès. Donc, cette confiance, elle est très, très importante parce que finalement, dans des systèmes interconnectés dans lesquels on veut, avec des partenaires, des clients, des fournisseurs, adresser de nouvelles opportunités, si on veut le faire rapidement, il faut effectivement établir cette confiance. Cette confiance, elle s'appuie avant tout finalement hein, sur ce concept d'identité. Pourquoi? Parce qu'au final, ce sont jamais que des humains, hein, ce sont des collaborateurs, ce sont des hommes hein, qui vont échanger, qui vont interconnecter, qui vont devoir se connecter dans les systèmes pour effectivement analyser les données, remplir les processus. Donc cette identité, elle est clé et au final, dans les échanges et dans les ouvertures de flux, dans les ouvertures de données que vous allez faire, il va falloir effectivement être capable de bien comprendre finalement auprès de qui vous allez ouvrir ces accès et si vous avez effectivement, si vous êtes en capacité d'avoir confiance envers ces différentes personnes. Établir cette confiance, mais finalement c'est assez simple, hein, cela passe par de la connaissance tout simplement. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire confiance a priori, vous allez faire confiance en connaissance de cause. Faire confiance en connaissance de cause, c'est quoi? C'est finalement déjà comprendre vous quelle va être la valeur et les données ou les informations ou les processus que vous allez partager. Donc vous connaissez la valeur de ce que vous partagez et quelque part vous savez aussi qui peut y accéder. Donc vous partagez, vous ouvrez, mais vous gardez le contrôle. Vous gardez le contrôle à la fois sur la capacité de ce que les personnes vont être capables de faire, hein, donc en capacité les droits d'accès, mais aussi sur ce qu'ils en font. Donc on est vraiment sur une confiance quelque part dans laquelle on reste en maîtrise, on reste en contrôle. Et cette confiance quelque part, bien sûr, hein, comme on est dans des approches de partenariat, dans cette transformation digitale, la plupart du temps, et c'est aussi une clé, hein, c'est qu'elle est réciproque, c'est-à-dire que vous avez confiance, ils ont confiance, et donc les deux parties peuvent échanger librement des informations, librement des données. C'est ce qui finalement, c'est cette connaissance qui va vous permettre d'avoir confiance, et c'est cette confiance ici hein, qui va vous permettre au final de tirer parti, de tirer tous les bénéfices de votre transformation digitale. Ce principe, finalement, on va le retrouver hein, de façon assez profonde dans la façon dont on va gérer les droits d'accès dans l'entreprise de demain, dans une entreprise transformée, massivement cloud finalement, hein, dans lequel on se met à consommer de l'IT. C'est des principes qui ont été notamment théorisés par Gartner il y a quelques années sous des termes qui s'appellent le People-Centric Security, et donc finalement recentrer la sécurité sur l'individu, recentrer la sécurité sur la personne, avec un principe de base que moi j'aime bien et qui s'est vérifié cette année finalement, hein, qui est de considérer que le collaborateur de l'entreprise, c'est un adulte responsable, hein, c'est une grande personne, et donc quelque part on peut lui faire confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça s'est finalement vérifié cette année, hein, finalement l'espèce de cataclysme annoncé du recours massif au télétravail cette année, en tout cas sur les cols blancs, n'a pas eu lieu. Hein. N'en déplaise au middle management, on s'est rendu compte finalement que oui, des personnes qui sont adultes et responsables, lorsqu'on les met dans des situations de travail dégradées et qu'on les fait travailler de chez elles, en fait ça fonctionne quand même. Hein. Donc les gens sont adultes, les gens sont responsables, et donc ça fonctionne. Pour autant qu'on respecte un certain nombre de principes de base. Le premier principe, effectivement, c'est de considérer que les personnes sont autonomes et responsables et donc qu'elles vont demander des droits ou qu'elles vont quelque part travailler en bon père de famille avec les informations et les droits qui leur sont attribués. Pour autant, et donc quelque part qu'on va simplifier hein, la sécurité et donc pour les informations qui sont utiles mais pas critiques, peut-être simplifier les processus pour augmenter la vélocité. Pour autant, la logique hein, finalement qui est derrière ça, c'est que il faut le faire en confiance et donc quelque part compenser cette dynamique qui est une dynamique de simplification et d'autonomie par le fait que l'on va renforcer les contrôles sur les différentes lignes et donc en particulier sortir de ce dogme qui considère que la sécurité c'est l'affaire de quelques-uns dans l'entreprise pour revenir sur un principe qui est que la sécurité est l'affaire de tous et donc déployer la sécurité dans l'entreprise de demain
avec des principes de ligne de défense. Et donc, première, deuxième, troisième ligne de défense, hein, ce sont des choses que l'on retrouve notamment beaucoup dans les domaines financiers aujourd'hui, qui ont un petit peu d'avance sur ces sujets, avec cette idée finalement que la personne elle-même est autonome hein, sur ses droits, mais aussi sur ses contrôles, que chaque personne qui est en responsabilité, responsable d'équipe, responsable de ressources, est aussi dans une posture quelque part où elle va être capable de faire des contrôles. Et donc on va le voir dans une courte démonstration, ça passe par de la visibilité et tout simplement être capable de donner de la visibilité in fine aux personnes, hein, qui a accès à quoi. En tant qu'individu, je peux savoir quels sont mes accès dans l'entreprise. En tant que chef d'équipe, je peux à chaque instant savoir quels sont les droits d'accès des différentes parties prenantes dans mon entreprise, en tout cas sur mon périmètre, hein, au sein de mon équipe. Je suis responsable d'application, je peux savoir qui a accès à mon application ou qui a accès à mes données. Et donc c'est très important puisque finalement c'est ça qui va permettre de rendre à la fois autonome et responsable les personnes, hein, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à plus d'informations, les processus sont simplifiés, pour autant nous savons ce à quoi vous avez accès, nous savons ce que vous faites avec les données. Donc nous avons quand même une capacité de quelque part de contrôle et de surveillance. Hein. Nous n'avons pas perdu quelque part complètement la main. C'est vraiment cette logique que l'on va retrouver sur le People-Centric Security. Et donc, quelque part, hein, c'est effectivement renforcer les contrôles, être capable aussi de façon plus je dirais, préventive, mais aussi de façon presque prédictive, être capable d'identifier des incohérences dans les configurations pour vous permettre d'être plus efficace et peut-être parfois aussi de venir refermer hein, des erreurs de configuration et d'aller jusqu'à possiblement vous aider à être plus efficace aussi dans l'attribution de nouvelles demandes de droits d'accès. Donc voilà, donc c'est vraiment toute cette logique hein, qu'on va retrouver. Donc c'est une sécurité simplifiée qui va passer quand même par le renfort des contrôles. Hein. Donc la logique, c'est bien, j'ai une ligne quelque part pragmatique sur mes demandes de droit d'accès avec une posture de contrôle qui est renforcée, en particulier sur toutes les applications ou tous les services sur lesquels je me mets en consommation. Donc notamment, je pense à tout ce qui est service cloud. Donc ce People-Centric Security, aujourd'hui, on le retrouve de temps en temps sous un terme hein, qui est le thème de l'identité autonome. Hein. Donc c'est cette promesse finalement de se dire qu'au final, les personnes, soit pour elles-mêmes ou à des niveaux à un niveau local, vont être en capacité de gérer elles-mêmes et de gérer en parfaite autonomie leurs droits d'accès sur les différents actifs de l'entreprise. Et donc, tout ça, bien sûr, uniquement si la confiance est établie, donc en ayant une bonne visibilité hein, au final sur qui peut avoir accès à quoi. C'est finalement hein, le fil rouge hein, de ce que vous avez vu toute cette semaine. Et ce fil rouge, en fait, on le retrouve fondamentalement dans Brainwave et dans une fonction peut-être qui n'a pas forcément été très très bien mise en évidence, puisque cette fonction, c'est cette fonction de cartographie qui va, au-delà du fait de corréler toutes les données, va être aussi en capacité de donner de la visibilité à chaque niveau de l'entreprise. Ce qui veut dire que lorsque je vais me connecter ici en tant qu'individu, je vais finalement, en fonction de mes droits, en fonction de mes capacités, avoir plus ou moins de visibilité hein, sur ce à quoi je peux accéder dans l'entreprise. Donc typiquement ici, un individu simple hein, va être capable de voir à minima à chaque instant quels sont les comptes d'accès qui lui sont attribués, quelles sont les différentes applications, quels sont les différents profils dans les différentes applications, donc ce qu'il va pouvoir faire finalement, hein, d'une part, mais aussi possiblement d'ailleurs les différentes données auxquelles la personne va pouvoir accéder, que ce soit des données sur des répertoires partagés, mais des données aussi dans le cloud, hein, typiquement du Office 365, que sais-je encore. Et puis étendre ça, si je me connecte peut-être en étant une personne qui bénéficie d'un petit peu plus de droits d'accès, retrouver quelque part une vision un petit peu plus élargie et donc aller voir, voilà, je vais me connecter en tant que ici, par exemple, Samantha Chouard, qui est dans ma démonstration ici la directrice financière de cette entreprise, avoir un petit peu plus de visibilité et donc non seulement bien sûr toujours hein, voir quels sont mes comptes, quels sont mes droits d'accès dans les différents systèmes, mais aussi avoir de la visibilité sur mon équipe, hein, sur les différentes personnes qui sont constitutives de mon équipe directe ou indirecte, d'aller possiblement d'ailleurs zoomer sur les membres de mon équipe pour comprendre un petit peu quels sont leurs droits,
ou tout simplement d'ailleurs, de façon plus simple, dire bon ben voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir un petit peu toutes les personnes de mon équipe pour comprendre si j'ai eu des mouvements récents, et puis peut-être même d'ailleurs pour voir si j'ai eu, qu'est-ce que je vais prendre ici, voilà, des consultants ici, 2 consultants sur l'équipe, dont un consultant qui vient d'arriver, donc Karl et Lucas. Donc soit tantôt zoomer sur la personne, tantôt donc zoomer sur la personne pour voir un petit peu quels sont les droits de cette personne sur les différents systèmes ou les comptes d'accès de cette personne, ou revenir sur des comparaisons 2 à 2 sur les individus. Donc si je reviens ici par exemple sur des purchase managers ici, donc on va trier, voilà, ou des comptables. Attraper ici effectivement. Voilà, ces personnes-ci par exemple, quelques personnes ici travaillaient directement sur des comparaisons de droits de personnes au sein de mon équipe pour comprendre un petit peu à un instant T si j'ai des incohérences tout simplement dans mes configurations, que ce soit au niveau des applications, des droits d'accès, des répertoires, etc. Donc je vais avoir la main et en tant qu'individu finalement, je vais être complètement en contrôle ici sur mon équipe, comprendre quels sont les droits des personnes, quelles sont aussi les personnes qui peuvent accéder à mes ressources, des ressources sur lesquelles possiblement d'ailleurs je suis audité, tantôt des répertoires partagés, tantôt des applications critiques. Et toutes ces informations vont m'être aussi présentées sous forme de rapport, sous forme d'analyse. Donc quelque part, c'est du contrôle continu prêt à consommer pour les métiers. Et donc on va retrouver l'ensemble de ces informations, l'ensemble des écarts qui sont mis en évidence ici, possiblement pour aller directement réaliser des analyses et comprendre un petit peu qui a accès à quoi, que ce soit au niveau des infrastructures, des applications ou des données, quels sont les comptes d'accès des personnes dans les différents systèmes, dans les différents référentiels. Je vais retrouver toute cette information directement au sein de Brainwave. Ça va m'être mis à disposition avec toujours cette logique de cône de visibilité. Donc, je ne peux voir finalement que les informations, bien sûr, qui me correspondent. Donc, soit tantôt mon équipe, tantôt mes ressources. Donc, c'est vraiment cette logique que l'on va retrouver au travers de l'identité autonome. Bien sûr, une logique, mais ça, c'est ce que vous avez vu hier dans le webinaire d'hier sur les contrôles et les risques, des contrôles prédictifs qui vont vous permettre aussi automatiquement de mettre en évidence des écarts sur des situations, mais aussi des contrôles ou des analyses qui peuvent être prédictives pour vous permettre d'être plus intelligent dans la façon dont vous allez possiblement demain faire de la demande de droit d'accès. Et donc, ces moteurs d'Identity Analytics, typiquement, vous pouvez les brancher dans des outils, par exemple d'ITSM, pour demain, finalement, simplifier aussi les gestions de demande de droit d'accès. Donc, on a un petit exemple ici sur de l'Access Request. Alors, pour le coup, ici, qui est intégré dans Brainwave, mais qu'on pourrait tout à fait imaginer, finalement, via des API de JSON REST, être intégré dans un ServiceNow, par exemple, pour aller derrière faire de la demande de droit d'accès. Donc, ici, typiquement, faire des demandes de droit d'accès pour un individu, soit en self-service, soit faire des demandes pour le compte d'un tiers et donc d'une personne au sein de mon équipe. Et donc, venir travailler en cartographie et en analyse pour faire ces demandes avec de l'identity analytics et donc quelque part sortir d'un formulaire un petit peu flou pour être sur des choses beaucoup plus pragmatiques. Donc typiquement ici, je fais une demande pour moi-même, pour Samantha Schwartz, et donc l'outil va assez rapidement finalement, plutôt que de me proposer une liste un peu à la Prévert d'applications, de profils et ou de rôles, va finalement être dans une approche plus analytique et va me dire finalement Samantha, moi ce que je vous propose c'est plutôt d'aller attraper ou de demander des droits sur tel ou tel système, parce qu'il se trouve que dans votre configuration, on a vu qu'au sein de votre département, les personnes qui sont internes, qui ont le même métier ou qui font globalement les mêmes choses sur les systèmes, ont aussi accès à telles ou telles applications. Donc typiquement du cache pooler, du Remedy, que sais-je encore, ou bien sûr toujours la possibilité de passer par de l'application catalogue si on souhaite le faire, pour venir avancer sur les droits d'accès. Et donc c'est cette approche qui est finalement qui va vers l'autonomie. Pourquoi? Parce que finalement on est guidé, on est pris par la main par l'outil. C'est l'outil qui va, sur la base des différentes analyses, considérer ce qui est du domaine
je dirais, du standard ou du très classique versus ce qui est un petit peu atypique et qui va automatiquement adapter les processus de validation, les processus d'approbation, qui va finalement mesurer le risque de vous donner accès à telle ou telle ressource. Et bien sûr, derrière, qui va renforcer les contrôles, le cas échéant, hein, si l'on n'est pas au rendez-vous. Donc, on est vraiment sur ces logiques. Hein. Donc, ici, typiquement, retravailler exactement hein, sur des approches qui peuvent être, par exemple, des approches de type clonage. Hein. Je veux avoir le même type de profil que telle personne parce que je vais exercer tel métier. Et où venir travailler sur des approches de type rôle, hein, role mining typiquement, pour dire je veux avoir tel ou tel type de rôle. Et donc c'est l'outil qui va automatiquement, je dirais, automatiser les différents contrôles derrière. On va revenir ici. Ok. Donc au final, la clé hein, de cette Identity Analytics et le fait de positionner finalement cette brique au sein de votre arsenal de sécurité, c'est qu'effectivement, cela va vous permettre de façon très très pragmatique de reprendre le contrôle sur vos infrastructures, sur vos applications, sur vos données, passer d'une posture finalement de contrôle périodique à une posture de contrôle continu, de faire en sorte de rendre cette sécurité visible au plus près des utilisateurs, au plus près des lignes de métier, hein, pour les transformer en lignes de défense, premier, deuxième niveau, et sortir finalement de cette posture qui est tantôt soit très sécurité, quelque part qui va fermer hein, avec 3-4 niveaux d'approbation à chaque fois que je demande un droit d'accès, ou de sécurité très compliance driven du type en tout et pour tout, je fais une revue des droits une fois par an, et se mettre au final dans une posture de simplification, cette posture de simplification qui va vous permettre d'être plus efficace, plus efficient. Et donc finalement, dans cette informatique de demain dans laquelle on va consommer de plus en plus, hein, et donc de plus en plus rapidement notamment, des applications et des systèmes hébergés dans le cloud, de tirer parti de tout ça pour au final être, je dirais, plus compétitif dans ce monde de demain, dans ce monde transformé. Voilà, donc j'arrive au bout de cette petite présentation. Donc on est à quelques minutes de la fin de notre webinaire. Peut-être quelques questions. Nicolas, je te laisse peut-être regarder. Alors je regarde. Alors on a une question. N'hésitez pas à en poser, c'est le moment. D'ailleurs, si vous avez des interrogations suite à la présentation de Sébastien, mais il y en a une première qui a été posée. Est-ce que vous avez des clients qui ont mis en place cette démarche d'Autonomous Identity ou est-ce que c'est juste un concept? Alors, en fait, le terme en fait est presque une famille. Hein. Je préférerais parler de people-centric security. On a quelques exemples effectivement. Alors on a un exemple notamment dans la grande distribution sur lequel ça redescend. Hein, toute cette cartographie et ces contrôles redescendent jusqu'au niveau des directeurs de magasins qui de façon hebdomadaire se servent de Brainwave pour réaliser des contrôles de premier niveau, notamment sur les mouvements de personnes et sur les droits d'accès des différentes personnes. Donc c'est une posture finalement que je trouve assez innovante. Hein. En l'occurrence, c'est aller jusqu'à faire partie d'une partie de leurs variables. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc c'est un deal, on leur a dit. Hein. Vous êtes en autonomie pour gérer les droits, mais par rapport aux droits d'accès sur la centrale, ma foi, il va falloir quand même que vous soyez à la fois autonome mais responsable, et donc automatiser ces contrôles de premier niveau. Ça, c'est une chose que l'on voit. Moi, j'ai aussi vu pas mal d'autres exemples, plutôt dans le monde bancaire et financier, sur lequel notamment sur ces contrôles de premier niveau et sur le fait de simplifier les demandes de droit et de les rendre plus pragmatiques. On a vu quelques exemples d'implémentation effectivement qui commencent à être intéressants. Alors pas tant sur la partie access request. Hein, l'access request, ça reste encore assez old school, même si ça change là, puisqu'on a quand même une uniformisation des process dans des gros hubs ITSM type ServiceNow. Mais par contre, le fait de rendre visible, c'est-à-dire je sais à quoi vous avez accès et je vous donne les moyens de réaliser vos contrôles de premier niveau. Là, on voit effectivement un gros changement sur les dernières années et beaucoup d'appétit sur cette partie cartographie sur laquelle on rend la main au métier. Tout à fait.
Ok, merci Sébastien. Je ne vois pas d'autres questions. Bien, Donc, on va pouvoir clôturer ce webinar en temps et en heure. Merci à tous. merci à tous.